Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Et si l'écologie n'était pas qu'un rêve. Aujourd'hui nous allons parler de loups. Donc je suis dans la Creuse. On est dans quel coin de la Creuse? Alors bonjour, donc là on est à côté, on est sur la commune de Sainte-Fère, donc à côté de Guéret, à quelques minutes de Guéret, 15 minutes de Guéret, donc vraiment presque au centre de la Creuse. Au centre de la Creuse. Voilà. Et donc nous sommes ici dans un parc à loups. C'est ça. C'est un parc de 13 hectares, je ouais, crois. 13 hectares. Ouais, ouais. c'est ça, 13 hectares. Et donc tu vas nous expliquer tout ça. Très bien. Donc les amis, nous sommes maintenant au pays des loups. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Adrien Bienvenu, je suis soigneur sur le parc depuis quelques années maintenant. Ça fait 7 ans maintenant que je suis arrivé au parc. Passionné de nature depuis tout petit, de par ma famille, de par ma passion qui est la nature. Mon travail de soigneur animalier consiste à observer les animaux, voir si tout se passe bien, si les animaux vont bien, et bien sûr entretenir le parc, les soigner, les nourrir, etc. Donc ça c'est plus pour la partie présentation. Je vais vous présenter maintenant la partie du parc. Donc le parc il a été créé en 2001, donc il a eu 20 ans cette année, donc ça a été les 20 ans du parc au mois de juin. Il y a 20 ans, le directeur de l'époque était passionné par les étoiles, donc on a un télescope qui n'est plus malheureusement en fonctionnement sur le parc, et ils avaient 6 loups. Et puis avec le temps, les loups ont pris un peu plus d'espace sur les étoiles. Nous sommes passés de 6 loups à plus d'une trentaine de loups actuellement sur le parc. Alors bien sûr 30 loups qui sont séparés en 6 meutes, donc on a 6 familles sur le parc. 6 meutes, alors peut-être que vous vous dites pourquoi les meutes sont séparées. Et bien tout simplement parce qu'une meute ça va être une famille, ils vont vraiment se protéger les uns les autres dans la même meute. Et quand deux familles se rencontrent, c'est la guerre. Voilà pourquoi toutes nos meutes sont séparées sur le parc. Alors on a donc 3 meutes de loups gris européens, les loups gris européens, les mêmes loups qu'il y a dans nos forêts françaises ou européennes. Donc on en a 3 sur le parc. On a également 2 meutes de la région du nord du Canada, qui eux vivent proche du fleuve Mackenzie, c'est les grands loups du Canada, ceux-là. Et une meute de loups blancs arctiques. Alors également, on a l'appellation parc animalier, on va essayer nous de maximiser le comportement sauvage de nos animaux. Interagir le moins possible avec eux, donc ils sont dans des grands espaces, dans des grands enclos, où la seule différence ici avec la nature, c'est qu'ils ne chassent plus. On a interdiction par la loi française d'apporter des animaux vivants aux loups, considérés comme barbarie en France. Du coup, ce qui fait partie de mon travail, c'est de leur apporter de la nourriture. Alors qu'est-ce que je récupère en nourriture par exemple? Je vais récupérer tous les saisies d'abattoir, tout ce qui est viande, imaginez, l'éleveur emmène des animaux à l'abattoir. L'éleveur, en emmenant ses vaches à l'abattoir, le vétérinaire va tester la viande. Et là, le vétérinaire dit, écoutez monsieur, là, la viande, cette vache est malade. Si les humains mangent cette vache malade, les humains vont être malades. Du coup, nous, on récupère les saisies d'abattoir, les vaches malades, pour les donner aux loups. Et les loups sont pas malades. Et les loups sont pas malades, c'est là que ça devient intéressant. Oh, sûrement un pouvoir du diable, ça. Et puis du coup, avec le temps, on étudie un peu le loup et on se rend compte en fait qu'il a l'acide dans son estomac qui est 20 fois plus acide que l'homme. Donc dès qu'un micro-organisme ou un microbe est ingéré, c'est brûlé directement. Voilà pourquoi je peux donner les saisies d'abattoir. On récupère aussi tout ce qui est invendu de supermarché. Tout ce qui est poulet, steak, la viande qui est nature, qui n'est pas cuisinée, qui va être passée de date. Et pareil, on récupère plutôt que ce soit acheté à la poubelle. Oui, bien sûr. Alors ça fait partie de la différence entre la nature. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas les nourrir tous les jours. On va essayer, vous savez ce que mangent les loups, de la viande à 90%, c'est de la viande. Il reste 10%, les fruits, céréales, un peu d'herbe aussi peut faire partie de son alimentation. Une louve gris européenne pèse, à peu près une trentaine de kilos. La louve de 30 kilos peut manger un tiers de son poids en un seul repas. Waouh! Ce qui fait presque 10 kilos de viande en un seul repas. Elle mange. Ils ont l'estomac ultra élastique. Et du coup, de par ça, nous on va les nourrir 1 à 2 fois par semaine avec des grosses quantités de viande. Donc, je sais pas moi, mettre une demi-vache dans un enclos et puis du coup, les loups vont se débrouiller eux-mêmes. Chaque loup en prend une partie, va en enterrer, en laisse sur la carcasse pour tenir un maximum de temps. Ce qui permet de maintenir tout ce qui est hiérarchie.
Du coup, on va en parler de la hiérarchie si ça vous intéresse, parce que voilà, on sait que les loups vivent en meute, et puis ce gros mot hiérarchie, comment ça se passe. Donc en fait, dans une meute, dans cette famille, vous avez un couple alpha, un roi, une reine, donc un couple au pouvoir. Alors quels sont les pouvoirs des alphas, de ce roi et cette reine?
Eh ben, le roi et la reine sont les seuls à pouvoir faire des petits. Les autres loups dans la meute, interdiction d'avoir des petits. Également manger en premier les meilleurs morceaux de viande, alors type de pièces nobles, le cœur ou le foie sont réservés aux alphas. Et là vous allez me dire, mais dans quel but? C'est que c'est tout simplement les pièces les plus riches en nutriments, celles qui vont permettre aux alphas d'avoir le plus de nutriments possible. Également diriger le groupe, diriger les plans de chasse, mettre fin de vie aux proies sont réservés au roi et à la reine. Dans quel but, encore une fois? Les autres loups peuvent attraper une proie, mais le coup fatal est donné par un alpha, parce qu'on ne vide pas son frigo n'importe comment dans la nature. C'est normal. S'il n'y a plus de nourriture sur cet endroit, à quoi bon rester là? Bref, donc alpha tout en haut, le roi, la reine, juste en dessous les alphas, un autre couple important, un mâle et une femelle, c'est les bras droits, c'est les seconds, c'est les loups bêta. Alors les bêtas vont diriger le groupe avec les alphas, mais surtout son second rôle, c'est que si un alpha décède, c'est le bêta juste en dessous qui prendra la place. Après on va descendre dans la meute, alors il y a des individus qui vont, des jeunes, des plus vieux, qui vont être en dessous dans la hiérarchie, et on descend tout en bas de la hiérarchie, vers 7-8 loups, dans la meute il commence à y avoir quelques tensions. Et à ce moment-là, ils vont instaurer l'oméga. C'est quoi son rôle à l'oméga, lui? À l'inverse d'être alpha, il va être plutôt punching ball, souffre-douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui va concentrer en fait toute l'agressivité des autres loups. Et là, dans notre tête d'humain, on se dit, oh le pauvre quoi. Parce que on va penser à un individu plus petit ou plus faible que les autres, celui qui répondra pas des coups. Figurez-vous que c'est l'inverse. En fait, c'est l'individu qui va être le plus fort du groupe, le plus agressif, qui, ce gros loup, pourrait très bien à la tête être alpha. C'est pour ça, vu qu'il écoute rien et qu'il a un caractère de dominant, qu'il est oméga. Son second rôle à l'oméga, la nature aime bien équilibrer la balance, c'est d'être la nourrice. C'est que si les alphas partent en chasse pendant plusieurs jours, c'est l'oméga qui gardera les petits. Donc rôle super important. D'accord. Et là vous dites, ok, maintenant que vous avez les grades hiérarchiques, vous en doutez, tous les loups ont envie d'être alpha, bien sûr. Alors, comment ça se passe? En fait, tous les hivers, les loups se battent, mâle contre mâle, femelle contre femelle. J'ai vu certaines meutes sur le parc être au pouvoir des alphas pendant 6 ans, par exemple, et puis au bout de 6 ans, la louve alpha décède de vieillesse. Donc bien sûr, la femelle bêta prend le pouvoir, pauvre mâle bêta essaye de récupérer sa femelle en essayant de combattre l'alpha. L'alpha gagne son combat, le bêta perd son combat. L'alpha supporte pas que le bêta essaye de lui piquer sa place, il le place en oméga. Et du coup, tous les hivers, cette hiérarchie est remise en question. Ah d'accord, donc l'oméga, c'est pas toujours le même. Non, c'est pas toujours le même. Okay. S'il peut plus avoir son rôle d'oméga, ils le changeront. Ou alors, s'il y a beaucoup de tension dans une meute, il peut y avoir plus d'oméga, 2, 3, 4, en fonction des besoins pour libérer ces tensions. D'accord. Une meute de loups, c'est combien de... Alors, une meute de loups, c'est combien? En France, je vais dire un loup gris européen, une dizaine, une douzaine d'individus maximum par rapport au territoire qui font entre 30 et 60 km². Ça fait déjà des bonnes surfaces. Des belles surfaces. Et puis maintenant, on part, imaginez Nord-Amérique, territoire super grand, territoire beaucoup plus sauvage. Et là, les loups sont plus grands aussi. Quand une louve, de tout à l'heure, on l'expliquait, va faire 30 kg, et là, une louve va faire, je sais pas moi, 50, 60 kg. C'est des loups qui sont plus grands. Les proies sont plus grosses, les territoires sont plus grands. On passe à une trentaine d'individus maximum. Et les territoires jusqu'à 150, jusqu'à 200 km² à peu près, en moyenne. Ok, oui. D'accord. Et comment est-ce qu'il entre guillemets, il régule la population? Ouais, alors comment il se régule? C'est vrai que c'est intéressant ça, parce que nous on est sapiens, donc homme sage, sapiens. Ça fait 15 000 ans qu'on est arrivé en Creuse, qu'on est arrivé là. Dans le centre de la France. Lui, Canis lupus, le loup, il est là depuis maintenant 30 000 ans sur cette zone. Et donc déjà, en fait, si on réfléchit un peu, le loup, qu'est-ce qui fait le plus de victimes sur le loup dans la nature? Quel est son pire ennemi? Si on réfléchit un peu, c'est lui-même. Comment? De meute à meute, c'est la guerre. Donc là, ça va limiter les naissances. Et bien sûr, alors les oies sont en train de crier, c'est pas les loups. Je vous ai dit, de meute à meute, c'est la guerre. Mais également, je vous ai dit, il n'y a que les alphas qui vont faire des petits. Alors, dans quel but, encore une fois? Une louve va avoir 10 mamelles. Donc, imaginez si chaque année, chaque louve de meute allait faire 10 petits. Les loups se retrouveraient avec une quantité de louveteaux énorme. Bien sûr. Donc, de 1, il n'y aurait pas suffisamment de nourriture dans la nature pour nourrir tout le monde. Ouais. De 2, imaginez l'état de stress produit pour maintenir en vie tous les petits. Oui. L'éducation aussi, 2 ans d'éducation, la chasse fait partie de l'éducation, tout ça fait partie de l'éducation. Et maintenant on va faire le bilan. Le loup, c'est la tête du régime alimentaire dans la nature. Donc je vous ai dit, il est là depuis bien avant que Sapiens soit à cet endroit là. Donc il s'auto-régule naturellement.
de par ses naissances et de meute à meute. Pour lui, réguler toutes les proies, malheureusement, qui ne s'autorégulent pas naturellement. Tout ce qui est cerf, chevreuil, renard, sanglier, blaireau, lapin, souris, les rats et j'en passe. Et vous vous rappelez, les loups ont la capacité de manger les animaux les plus faibles sans être malades. Bilan, le rôle du loup dans la nature, la bonne santé de toute notre faune sauvage. C'est à ça que le loup sert dans le maillon de l'écosystème. D'accord. Ok. Si on revient un petit peu sur le concept du parc, Ouais. Ok, ça s'est fait un peu, on va dire, d'une manière accidentelle au départ, mais pourquoi ce développement, pourquoi autant de loups, pourquoi vouloir faire... parce que c'est pas pour réimplanter les loups en France, parce qu'ils sont parqués, ils ne peuvent pas sortir. Donc à quoi ça sert? De part déjà, les élus locaux, on est un parc public. Ouais. À la base, les derniers loups de France ont été éliminés en 1935 à peu près en Limousin ici. Ouais. Donc déjà symboliquement c'était fort. Et puis deuxièmement en fait c'est que la nature ici, le parc s'y prête énormément quoi. La nature elle est magnifique, tout ce qui est granit, c'est un endroit qui est très chargé en émotions, qui est beau, où on se sent apaisé. Et puis pourquoi pas en fait présenter des animaux de la faune sauvage française en sécurité pour pouvoir l'observer, parce que c'est un animal qui est quand même fascinant et qui est tellement craintif et difficile à observer dans la nature, que de pouvoir faire ce genre de parc en fait permet aux gens, déjà à nous soigneurs, de pouvoir transmettre à quoi sert le loup dans la nature, pourquoi il est là, de faire de la prévention aussi, d'expliquer un peu l'écosystème, comment ça se déroule, et puis de pouvoir les observer sans trop les déranger. Tous nos animaux ici sont bien sûr nés en captivité, ils ne connaissent pas le milieu naturel, donc ils ont interdiction d'aller prélever des loups dans le milieu sauvage, et du coup de pouvoir les observer comme ça et de voir toute cette hiérarchie qui est ici. Attends, je te coupe, mais ils ne sont pas tous nés en captivité. À l'origine, il y en avait quand même bien qui venaient du sauvage. Ça fait des générations et des générations et des générations, quand c'était encore autorisé de capturer des loups, que ces animaux sont en parc. Ça fait très longtemps que ces animaux sont en parc. Notamment beaucoup de loups du Canada qui sont depuis beaucoup de générations en captivité. Et espèces protégées, c'est pour ça que je vous dis interdiction d'aller prélever dans le milieu sauvage. Donc oui, il y a bien eu un moment, il y a très longtemps, ça fait 15 000 ans qu'on collabore avec, je dis collabore, mais qu'on vit avec le loup. D'accord. Et là, les loups qui sont ici, je vais parler un peu d'une manière catastrophique. On a eu une guerre, les structures de l'humanité sont parties en sucette, les clôtures, elles ont gerbé avec les bombes et tout. Les loups se retrouvent dans la nature, en liberté. Est-ce qu'ils vont mourir ou est-ce qu'ils vont vivre? Alors, est-ce qu'ils peuvent se réadapter à la vie sauvage? Pendant mon explication tout à l'heure, imaginez si demain j'ouvre une clôture. Déjà, le loup, il a ce besoin d'être en territoire. Ça veut dire qu'un loup, quand il vient s'installer sur un territoire, il va marquer son territoire, comme pourraient faire nos chiens. La clôture ici fait partie du territoire. J'ouvre une clôture. Ça veut dire que le territoire, il y a une brèche. Est-ce que ça pourrait pas être problématique pour eux d'avoir une brèche parce que ça pourrait faire des entrées pour des ennemis? Et le pire ennemi du loup, d'autres meutes. Donc je pense même qu'ils ont peur de l'extérieur ici. Deuxièmement, le fait de ne pas savoir chasser. Parce que je vous ai dit, la chasse fait partie de l'éducation. Chasser, ça s'apprend. Un jeune loup qui part tout seul d'un an et demi, il ne sait pas tuer. Vous voyez, il va réussir à attraper une petite proie, un lapin, une souris. Mais tuer, ça s'apprend. Je sais pas, même imaginez, un animal, un chevreuil arrive dans l'enclos. Ils vont peut-être le blesser. Mais avant de le tuer, c'est aux anciens d'apprendre aux jeunes à chasser. Alors instinctivement, ils vont se débrouiller. Mais peut-être s'approcher de la main de l'homme. Parce qu'une des plus grandes qualités des loups, monsieur, c'est d'être feignant. C'est ça. C'est qu'en fait, dans la nature, plutôt que d'attraper imaginez un groupe de cerfs, d'attraper le grand cerf avec ses bois sur la tête, qui ce cerf va être le reproducteur de tout le groupe, et plutôt d'attraper l'animal le plus facile, attraper l'animal malade, vieillissant, qui lui pourrait transmettre sa maladie. Donc, il faut que la nourriture arrive le plus facilement possible. D'accord. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon sur les loups et sur le parc. Bien sûr. L'avenir du parc, tu le vois comment? L'avenir du parc, accueillir animaux faune sauvage française, pourquoi pas, continuer à
dans ce thème-là, dans la présentation de la faune sauvage française. On aimerait bien. Oui, alors là j'ai vu qu'il y avait, bon ok c'est un parc à loups, mais à l'entrée j'ai vu qu'il y avait une famille de lamas, Oui, il y bien a sûr. d'autres animaux ici. Bien sûr. Oui, oui, il y a mini-ferme, c'est aussi pour ferme pédagogique, pour pouvoir montrer, on les entend d'ailleurs, Oui, pour oui, montrer aux gens voilà, des animaux, ça fonctionne beaucoup, surtout avec les tout petits. Oui. Mais après, oui, au niveau de, enfin, en tant que voilà, passionné de nature, pouvoir présenter, je sais pas moi, d'autres animaux, ce serait super. Mais ça, c'est mon idéal à moi. Oui, non, d'accord, ok. Là, dans les objectifs du parc, la progression, ça va vers quoi? Alors
Déjà, on est un parc qui accueille 50 000 visiteurs à l'année. Ah ouais, quand même. Ouais, 50 000 visiteurs à l'année, donc c'est quand même bien, on est Ouais. content. Et puis pouvoir présenter des animaux, d'autres meutes. On a reconstitué une meute au printemps dernier. Une jeune meute de loups gris européens qui voilà. On a des naissances en permanence sur le parc tous les ans, alors Ouais. pas énormément parce que on le sait, les loups s'autorégulent, mais ouais, on a des naissances tous les ans. Et puis après, objectif, je sais pas moi, peut-être que nos élus locaux aimeraient faire des hébergements, ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Voilà. Après, tout ça, c'est dirigé par tout ce qui est la direction, même au niveau de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, eux gèrent. Et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités, on va dire, parascolaires? Bien sûr, oui. Des groupes qui Bien viennent. Exactement. Oui, notre travail aussi de soigneur, toute l'année, donc on est ouvert toute l'année, on ferme uniquement le mois de janvier. Le reste de l'année, alors on est ouvert pendant les vacances scolaires, on est ouvert hors période de vacances scolaires, et beaucoup d'écoles, mais même de la France, je sais pas moi, qui viennent jusqu'à d'Orléans, qui viennent chez nous voir. Et ça fait partie aussi de notre boulot de présenter la nature, de présenter l'écosystème aux écoles, aux centres de loisirs. Alors pour les enfants, mais aussi pour les plus grands, des groupes qui viennent nous voir et passer l'après-midi avec nous sans problème. Ok, bon, super. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces merci à explications. vous d'être venu nous voir en tout cas. Maintenant, on va aller faire un petit tour et on va essayer de filmer quelques loups. Ouais, il faut être patient chez nous. Voilà. Prendre son temps. Et donc, chers amis, vous avez l'habitude sur Planète Gaïa TV. Vous avez vu en dessous la vidéo, il y a un bandeau qui passe. Vous avez toutes les coordonnées du parc. Donc, n'hésitez pas, venez visiter. C'est vraiment quelque chose de captivant, et les différents animateurs, comme ça qu'on appelle, c'est ça. Les différents animateurs sont hyper performants. Moi hier j'ai assisté à une visite guidée, c'était passionnant, avec quelqu'un d'autre que toi, et c'était vraiment passionnant. Et ça se termine, la visite se termine par la nourriture, le nourrissage des loups. Donc en pleine saison, on fait des visites guidées à 14h, 15h à 16h30 où on part 1 heure en forêt pour avoir des explications. Après, le parc est ouvert de 10h le matin. Donc vous pouvez très bien faire le tour du parc, observer les animaux librement, de pouvoir les voir bouger dans leurs enclos, et après toutes les animations les après-midi jusqu'au nourrissage des loups à 16h où à ce moment-là vous pouvez les voir manger. Ok, super. Chers amis, l'aventure va se terminer maintenant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.